Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez. L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans 9-2 Partez, l'émission 100% sport de Radio Grand Lac. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir, il fait beau, il fait chaud, c'est un temps parfait pour pratiquer le sport. Et comme chaque lundi, on va avoir encore un programme très très chargé. Et je suis encore une nouvelle fois ravi de retrouver Adrien en plateau avec moi. Adrien, comment tu vas aujourd'hui ? Ça va super, j'ai très très chaud, mais là on est bien au calme sous la clim dans le studio, donc je suis prêt à faire une belle émission. Et toi, ça va ? Ouais, ça va, impeccable. T'es mieux là, en plus toi t'es un petit peu le sportif de l'équipe, t'arrives toujours en vélo, donc sous une chaleur comme ça a dû être un petit peu compliqué. Ouais, il y a des jours où je préférerais arriver en voiture, c'est clair. Et puis ce soir, on retrouve aussi notre vieux bir Riscard, notre milieu de terrain numéro 6, capitaine Bernard Portugal, qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Bernard, comment ça va depuis le temps ? Moi ça va parce que je suis pas venu en vélo, je suis venu en moto, donc j'ai pas eu trop chaud et je suis super content d'être là, comme à chaque fois d'ailleurs. Donc merci une fois de plus de m'accueillir. C'est avec toujours un grand plaisir de t'avoir à nos côtés, Bernard. Ce soir, on va parler football, on va parler cyclisme et BMX aussi. Et puis pour commencer, on va accueillir Léon et Noah qui sont tous les deux pratiquants de BMX au club de Montmélian. Salut les gars, ça va ? Ça va et vous ? Ouais, nickel. Ça va. Alors, avec un temps comme ça, j'imagine que la seule chose que vous avez envie, c'est aller rouler, non ? Ouais, un peu, ouais. C'est clair. Parlez bien pour rapprocher le micro, comme ça on vous entendra bien. Et puis partagez-vous, c'est un petit peu des soucis techniques, on s'adapte au direct, on a un micro pour deux, mais on est content, il y a du monde en studio, c'est génial. Ça change. Bon alors, tous les deux, depuis quand est-ce que vous pratiquez le BMX ? Moi ça fait 10 ans. Ouais, 10 ans cette année. Ouais. 10 ans de passion, quoi. Et toi, Léon ? Et moi, un petit peu plus, je vais sur ma 15e année là. Ok, qu'est-ce qui vous a donné envie de pratiquer cette discipline ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui vous a fait le déclic ? Vous avez commencé sur le vélo classique ou tout de suite vous étiez attiré par ce sport un petit peu extrême où il y a un petit peu plus de risques ? Ouais, pour ma part, on est plutôt moto dans la famille. Et sauf qu'on est 3 enfants, donc mes parents ont dit si les 3 veulent faire de la moto, ça va pas le faire par budget. Ouais. Donc du coup, la bonne alternative c'était le vélo. C'est kiff, des bosses, de la vitesse. Ça va un tout petit peu moins vite. Pas de moteur, quoi. Ouais, moins de vitesse. Et toi, Noah, qu'est-ce qui t'a donné envie de pratiquer cette discipline ? Moi, j'ai testé beaucoup de sports collectifs au début et j'ai un tempérament qui fait que la collectivité, c'était pas mon truc. Et du coup, c'est ma mère qui m'a amené la première fois au BMX parce que elle, dans son travail, elle avait déjà côtoyé ce milieu-là. Et du coup, directement, moi, j'ai accroché et j'ai pas lâché. Et en quoi ça consiste réellement ? Parce que depuis tout à l'heure, on dit BMX, on dit un petit peu sport extrême. En quoi ça consiste réellement ? On est 8 sur une grille de départ. C'est sur une piste qui fait à peu près 400 mètres. Et avec 4 lignes droites, 3 virages. Et c'est le premier arrivé qui gagne. Et vous, qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Qu'est-ce que vous aimez dans cette discipline ? C'est les sensations, c'est les bosses, c'est la vitesse ? Ouais, à peu près tout ça. Puis les passages techniques, nous à l'entraînement, c'est sûr qu'on bosse beaucoup à plusieurs, mais aussi seul. Le plaisir de rouler tout seul aussi, de se faire plaisir sur les bosses. Mais ouais, la course et l'adrénaline de doubler, de gagner, c'est magique. Qu'est-ce qui rend ce sport justement qu'est-ce qui rend le BMX si technique ? C'est quoi que vous travaillez en fait sur ces vélos-là ? Alors, on travaille tout, hein. C'est une course, ça dure 35 secondes. Donc c'est du sprint. Ouais, c'est un vrai sprint. Il y a 80% de la course qui se joue sur la première ligne. Donc vous imaginez bien que la moindre erreur, on la paye cash direct, quoi. Donc faut être quasi parfait sur un tour, quoi. Et est-ce que justement il n'y a pas une dimension mentale qui prend un petit peu le dessus ? Parce que comme tu l'as dit, il faut être parfait du début à la fin, c'est très rapidement. Est-ce que vous vous adaptez, vous vous préparez mentalement aussi pour réussir vos courses et vos compétitions ? C'est sûr que sur la grille, il y a toujours un aspect où on sait qui sont les gens, on les connaît à un certain niveau. Nous, à notre niveau national et international, les gars qui sont avec nous, on les connaît et souvent on les côtoie depuis qu'on est tout petit. Du coup, on sait leur niveau et on sait surtout le niveau qu'on a par rapport à eux. Et c'est sûr qu'il y a un aspect mental et on va dire... si tu craques mentalement, les muscles ils vont pas suivre, quoi. Alors tu as parlé de niveau national et international. Dans quelle catégorie est-ce que vous évoluez tous les deux ? Je sais pas qui veut commencer, Léon, Noah. Moi là cette année j'ai fait mes débuts en junior national, donc à 17-18 ans c'est le plus haut niveau auquel on peut rouler et ça m'a donné accès aux Coupes d'Europe et aux Coupes du Monde. Et ouais, c'est super cool, on s'entraîne fort
Ça veut dire que vous voyagez, tu voyages beaucoup déjà, tu fais des épreuves dans le monde entier? Bah ouais, moi j'ai commencé les Coupes d'Europe à mes 12 ans. Et ouais, déjà, on allait en Italie, Belgique, Suisse. J'ai fait l'Espagne, enfin, on bouge beaucoup, ouais. Et ouais, cette année, j'ai pas fait de Coupe d'Europe parce que je me suis blessé malheureusement, mais ouais, sinon on bouge beaucoup. C'est cette dimension-là aussi que vous appréciez, le fait de pouvoir en même temps vivre votre passion, vous dépasser, faire de la compète, c'est ce truc de voyager un petit peu, aller se frotter au meilleur, c'est ça qui rend un petit peu, qui pimente encore plus votre passion et cette discipline-là. Ouais, carrément. Il y a, avec beaucoup de gens, quand on leur dit qu'on fait des déplacements de 10-12 heures en minibus, ils nous disent oh, mais ça doit être l'horreur et tout, vous êtes fous. Mais non. Et en fait, c'est un moment incroyable, quoi. Avec les copains, Enfin, Léon, c'est un mec que je côtoie depuis 3 ans. Vous avez vu Franck. Oui. Franck, c'est un mec que je connais depuis 5 années. C'est des mecs, ça devient vite tes meilleurs copains. Puis c'est pas que tes copains dans le vélo, c'est tes copains dans la vraie vie. Tu les côtoies tous les jours, donc les déplacements, c'est pas un calvaire, c'est un réel plaisir. Super ambiance. C'est ça. ça. Bah oui. C'est ça, c'est 10 heures entre meilleurs copains et la musique à fond. Et... Alors Noah, toi tu l'as dit au début, t'étais pas trop accro des sports collectifs, mais finalement en fait tu retrouves un petit peu ce côté collectif et le vélo en fait c'est une grande famille et le BMX aussi comme tu le dis. Ah bah oui, c'est sûr. Entre collègues d'entraînement, on va dire, ouais, faut se supporter parce que mentalement, des fois, il y en a, ils craquent. Et du coup, c'est sûr qu'il y a toujours un collectif dans l'individualité. Sinon, c'est pas possible. S'entraîner tout seul, il y en a, ils le font. Grand respect à eux parce que c'est dur. Hein. Est-ce que finalement Léon, ça rend pas plus fort d'être accompagné, de partir à plusieurs sur les compétitions et de s'entraider comme vient de le dire Noah? Ouais, c'est clair, c'est une aide, c'est un avantage en plus. Comme il vient de dire, si on a un petit coup de mou, on est 6 ou 7 coureurs, quoi. Donc tous les autres qui sont là à fond derrière pour rebooster, pour parler d'autres choses, si on commence à se mettre la pression, à se monter la tête, quoi. Alors que si tu fais le déplacement tout seul, tu commences à te mettre la pression tout seul dans la voiture. C'est pas bon. Ça, c'est pas la même. Tu commences à la perdre avant qu'il ait commencé la course, c'est pas bon. Ouais, c'est ça, vaut mieux faire demi-tour. Moi, je vais pas vous porter l'œil, les gars, mais est-ce qu'il y a vraiment des risques de blessures importantes sur ce genre de course? Je vais laisser parler Léon. Parce qu'il faut savoir que Léon, c'est quand même un mec, c'est un professionnel dans le milieu. Non mais... Donc moi, j'ai eu la chance, je touche du bois, je me suis pas beaucoup blessé. Ma première grosse blessure, elle est arrivée là, il y a 3 mois, mais Léon, c'est... Alors, j'ai une petite précision, parce que moi, je suis à côté de Léon et Noah, du bon côté de la table, et c'est vrai que je lui faisais remarquer à son entrée dans le studio qu'il y avait quelques... Alors là, il me montre son genou, c'est impressionnant. Effectivement, les stigmates des chutes. Léon, dis-nous tout, mais c'est vrai que... D'abord, c'est vrai que le vélo, c'est des blessures qui sont... dur, hein, c'est-à-dire ça râpe, ça brûle, les gravillons, enfin j'imagine que c'est difficile. Et toi, t'es particulièrement marqué, gros mental et puis grosse résistance physique, non? J'espère, ouais. Non, ouais, ça fait du mal. Quand on tombe, la piste, elle est dure, c'est dur comme du béton, quoi. Ouais. Avec une petite surface en gravier, donc forcément, dès qu'on tombe, ça ponce. Et en plus, là, depuis 5-6 ans, on a des virages en enrobé. Et on roule, enfin, ça commence à rouler vraiment, vraiment vite. Donc, je sais pas, on arrive à 50 km/h peut-être dans certains virages, 60. Ouais, on n'ose pas penser. Pour les plus rapides. Pas y penser. Et donc, imaginez-vous faire du vélo à 60 km/h sur la route et glisser par terre. Et vous avez des protections quand même, notamment au niveau, les membres inférieurs, les coudes, les pantalons. Ça vous préserve un petit peu ou pas? Ouais, il y a des protections, mais rien n'est obligatoire, hormis casque, pantalon, d'accord, maillot, gants. Mais en dessous, en protection, en protection réelle, comme une dorsale, des genouillères, coudières, il n'y a rien qui est obligatoire. Et ouais. Mais vous en mettez, vous, ou vous sentez que c'est peut-être un frein à la performance? C'est pas tellement un frein à la performance, c'est dans la tête. Si on est habitué à rouler tout le temps avec des genouillères, quand on va pas les avoir, on a l'impression qu'il manque un truc. Qu'on est nu, c'est sûr. Comme quand vous courez et vous changez de paire de chaussures, vous avez l'impression que ça va. Il y a un truc qui change. Mais une fois qu'on les a, non, c'est pas tellement un frein.
Ouais, c'est un sport qui est quand même dangereux. Bernard, on le voit, il arrive à 50 km/h dans les virages et des risques de blessures assez importants. Et puis c'est vrai que quand on voit, moi j'ai eu la chance aussi de découvrir ça il y a longtemps, parce que j'ai un de mes fils qui pratiquait, mais à bien moindre niveau que vous. Et c'est vrai que la technique est importante, mais c'est spectaculaire. Même quand on pratique à petit niveau, les chutes elles sont là et parfois même elles sont violentes aussi. Et moi je suis très très admiratif. Et puis alors vous avez dit un truc les gars, c'est que c'est 50 secondes de course, une piste de 400 mètres, c'est vraiment même moins de 50 secondes, c'est une impulsion incroyable et puis c'est vraiment, j'imagine, très violent comme effort. Vous avez quel type d'entraînement justement en dehors du vélo pour travailler cette impulsivité et cette dynamique? Eh ben, en fait, l'entraînement il est découpé durant l'année. D'accord. C'est-à-dire que la partie, on va dire, la plus difficile physiquement, c'est celle qui arrive l'hiver. L'automne-hiver, ouais, ça l'est, c'est la partie où on en bave le plus. C'est la partie où on arrive dans les exercices qu'on appelle les lactiques. Donc c'est des tours à fond, mais qu'on enchaîne avec le moins de récupération possible. Ouais. C'est pour entraîner le muscle à résister à la plus grande douleur que nous on puisse ressentir en tant que sportif, dans notre sport surtout, parce que c'est sûr qu'on va pas faire le même effort qu'un footeux, qui lui il sera plus long. Nous c'est 30 secondes, donc il faut que le muscle il soit habitué à être choqué. Et hormis ça c'est sur le vélo. On fait aussi de la pliométrie, mais la pliométrie ça arrive plus dans la partie, on va dire, plus lors de la saison. On va coupler ça avec l'entraînement sur le vélo. Il y aura la pliométrie, donc des sauts à pied. Et avec Franck, vous avez vu Sam. Oui. Et lui c'est notre coach à la salle, et lui il nous suit depuis maintenant 2 ans, donc il sait vraiment quoi nous faire bosser. Et avec lui à la salle de sport on vise vraiment les points à améliorer et à renforcer le plus possible. Oui, Samuel était venu dans une précédente émission, il est coach en haltérophilie, et tu l'as dit, Noah, ça fait que 2 ans qu'il vous suit. Est-ce que vous sentez la différence et de cette nouvelle approche dans la préparation, parce que c'est nouveau, vous n'avez pas fait d'haltérophilie jusqu'à maintenant, ou est-ce que vous en aviez déjà fait un tout petit peu avant? Ouais, on en a déjà fait, on en faisait déjà avant, mais à moindre mesure quand même. Là, on a vraiment, là, on est sur deux séances pour ceux qui en font le moins, à 3-4 pour ceux qui en font le plus. Ouais, est-ce que vous sentez une différence dans votre préparation? Qu'est-ce que ça vous a apporté, ça, au quotidien? Ouais, c'est quasiment le même type d'effort. C'est beau, c'est vraiment ressemblant. C'est un effort intense, explosif et en force. Typiquement, c'est ce qu'on retrouve nous sur la première ligne de BMX. On part de 0 km/h, faut accélérer le plus vite possible et le plus fort possible, quoi. Ouais, donc toute votre préparation est un peu basée sur l'explosivité, la rapidité, et le fait de, comme tu l'as dit Noah, à juste titre, de choquer le muscle. Et est-ce qu'au niveau du vélo, vous pouvez rouler toute l'année? Est-ce que vous avez un circuit couvert, ou est-ce que quand il neige, qu'il pleut, c'est plus compliqué pour s'entraîner, comme ça reste un sport d'extérieur? Alors, plein air? déjà, construire une piste, c'est déjà super coûteux. Maintenant, en plus, les pistes évoluent. Tu verrais, certains construisent de ces pistes, c'est impressionnant, avec des buts à 8 mètres qui sont des formats olympiques. Et il n'existe pas beaucoup de pistes couvertes à format olympique. Moi, de ma connaissance, j'en connais une seule, à Manchester. Ah, Léon a dit deux, Il y en a une à Saint-Quentin, à Paris aussi. Ouais, Okay. elle a un toit, et à Manchester, c'est dans une salle complète. C'est un gymnase géant avec une piste dedans. Et donc nous on s'estime déjà heureux d'avoir une belle piste, mais c'est sûr que quand il neige, on s'entraîne quand même, on fait le max qu'on puisse, parce que c'est sûr que s'il y a 15 cm de neige sur la piste, on va pas pouvoir rouler comme il faut. Mais c'est sûr que déjà quand il y a un peu de neige, on peut dégager la butte de départ pour faire des starts. Et nous on a la chance de se faire prêter des moquettes pour mettre sur la piste et éviter que le sable s'imbibe trop d'eau et que ça soit impraticable. Parce que la piste est faite de sable, c'est ça, si je comprends bien, c'est vraiment tout à base de sable et de gravier, les pistes sur lesquelles vous évoluez en entraînement, en compétition. C'est ça, c'est un mélange qui fait que ça fait un sable hyper compact, hyper roulant. Et est-ce qu'il y a d'autres disciplines dans le BMX? Parce que là, vous avez parlé des courses, sud de 35 secondes. Est-ce qu'il y a d'autres formats? Par exemple, je sais pas, j'ai vu certaines compétitions où il faut faire des tricks, celui qui fait les plus beaux tricks en BMX, etc. Est-ce que c'est des choses que vous aussi, vous avez fait? Ou vraiment, c'est que des courses? Non, nous, on est vraiment purement dans la course.
C'est vraiment un sport à part. Il y a plusieurs disciplines. Il y a le dirt, là, le freestyle, comme tu disais, faire des figures, se mettre la tête à l'envers, les fous furieux, quoi. Et après, il y a le flat aussi. C'est plus ce qu'on voit dans la rue, tourner sur une roue, plus de l'art. Moi, je mettrais plus ça dans l'art. Et après, là, il y a une nouvelle discipline qui pousse. Vous devez être pas mal au courant. C'est pump track. Oui, on a entendu parler, ouais. Mais si tu peux expliquer en quoi ça consiste. C'est une petite piste avec un seul passage, donc on roule tout seul. Et les compétitions de pump track, en gros, c'est au chronomètre. Ah ouais. Ah oui, okay. C'est à celui qui fait le tour le plus rapide qui gagne. Ok. Et donc là, il y a plus l'aspect fait de course et confrontation où on peut perdre la course à cause d'une chute. Où là, t'es vraiment tout seul et c'est toi contre toi, quoi. Ah, c'est génial. Je me pose une question en termes de matos et des vélos avec lesquels vous roulez. Est-ce qu'il y a des diffs vraiment en fonction des modèles, en fonction, je sais pas, de la technicité ou de la précision du vélo que vous avez. Je sais pas, est-ce qu'un vélo plus cher va vraiment vous aider à avoir de meilleures perfs, ou c'est le vélo finalement il est pas tant que ça lié à ça? Bah si, le vélo on va dire il importe beaucoup, mais quand même, parce que on va dire que un bon vélo, j'ai pas non plus les tarifs parfaits, mais je pense qu'entre 3 et 5 000 euros, c'est un bon vélo. Et bah nous, les vélos, maintenant, il y a des vélos qui sont étudiés en salle de souffle, comme les Formule 1. Soufflerie. Ouais, en soufflerie, merci. Donc c'est sûr que maintenant plus le sport évolue, plus les vélos évoluent avec le sport, et c'est ce qui nous fait aller encore plus vite. Et ici, les matériaux sont importants pour apporter beaucoup de légèreté à notre matériel. Donc nous avec Léon, on a tous les deux le même vélo en soi sur le papier, mais on n'a pas les mêmes pièces. Mais nous, on a notre cadre, il est en aluminium, notre fourche, elle est en carbone, nos jantes, elles sont en carbone. Et sinon, tout le reste, c'est en aluminium. Et nous, depuis 4-5 ans, je dirais, il y a les freins. Maintenant, c'est des freins à disque hydraulique. Ce qui n'existait pas avant dans le BMX, c'était des freins à patins. Et ouais, ça, c'est pas... Moi, un frein, pour moi, certains diraient que ça sert à rien. Mais en tout cas, nous, on en a des jolis. Ça peut toujours servir, en tout cas, un frein, Bernard. Ah oui, c'est clair. J'ai une question, surtout moi, ça me rassure. J'ai une question de vieux, mais je vous écoute là sur cet aspect, un vélo, 3 000, 4 000, 5 000 euros. Est-ce que quand on a 17, 20 ans comme vous et qu'on est déjà à un très haut niveau dans la discipline, on a des partenaires, des sponsors, des gens qui vous aident, qui vous donnent du matériel, qui vous suivent et qui ont un intérêt justement à vous donner du matos? Ouais, justement, là depuis cette année, on roule dans la même équipe, là, pour la même marque de vélo. Donc c'est l'équipe officielle en France qui nous... De la marque. Ouais, tu peux dire le nom de la marque, il n'y a pas de souci. C'est Pure Bicycle. D'accord. C'est une marque anglaise avec des beaux cadres. Et c'est cette marque qui est venue à vous, ou c'est vous qui l'avez démarché, qui avez dit on a tel niveau, est-ce que ça serait possible d'avoir du matériel, une subvention, ou est-ce que c'est la marque qui a vu vos performances et qui s'est dit tiens, si on allait les aider à performer encore plus? Et moi, pour la petite anecdote, j'ai un grand frère aussi qui a fait du haut niveau, et donc qui a roulé pour cette marque, qui s'était fait pistonner. Et moi j'ai beaucoup roulé sur ce vélo quand lui y était, j'avais le même. Et il y a 3 ans, j'ai voulu racheter un Pure, comme ça je voulais pas trop avoir de sponsor, parce qu'après c'est des contraintes, c'est de la pub, faut être bien habillé, genre des courses et tout, donc je voulais pas trop ça. Et du coup quand j'ai acheté le vélo chez Pure, ils m'ont dit on te sponsorise, l'achète pas, quoi. Ok. Donc moi c'est venu comme ça. Après Noah un peu différent, il a changé de sponsor. Il était dans une autre équipe. Et du coup, il m'a demandé de le mettre en contact avec Anne, la dirigeante. Et ça s'est fait comme ça, ouais.
Alors comment ça se passe quand on change comme ça de sponsor, Noah? Est-ce que c'est toi qui as voulu changer parce que ça se passait mal, ou est-ce que tu voulais justement avoir plus de moyens ou voir complètement autre chose? Moi, j'avais déjà une équipe comme a dit Léon, et ça c'est pas moi qui ça s'est pas mal passé entre guillemets, c'est juste que lui il a sponsorisé le vélo de descente, et du coup il s'est concentré sur le vélo de descente et a arrêté complètement de sponsoriser le BMX. Et moi avec Léon j'en avais déjà parlé avant, parce que on va dire que je voulais changer d'air entre guillemets, et Pure, c'était des vélos, c'est des coloris qui sont pas faites partout. Lui, il a un vélo personnalisé, par exemple, une peinture. Les cadres, en fait, on peut les recevoir à nu et les faire peindre. Et lui, il a une très très belle peinture. Et c'est des peintures qui sont belles, et c'est un vélo qui, moi, je trouve vraiment beau. C'est pour ça que j'ai choisi. J'ai demandé à cette marque de me sponsoriser. J'ai une autre question de vieux, parce que jusqu'à quel âge, au plus haut niveau, on pratique cette discipline que vous avez tous commencé très très tôt? Il y a encore des champions qui ont 30 ans, 31, 32 ans. Ah ouais? Oui. Ah ouais. Ils sont encore explosifs. Ah ouais. Non mais c'est un truc de malade. Là, je dirais le plus vieux que je connaisse, Joris Daudet, je pense. Lui, il a déjà 32, 33. Ouais, et le mec, faut voir, il en met. Il mate encore les petits jeunes. Ah oui. C'est sympa, j'aurais pas cru qu'on puisse avoir une telle longévité. Ah oui, là il y avait une comparaison qui était faite, parce que lui il a gagné une Coupe du Monde il y a 2 semaines, et dans la finale de la Coupe du Monde, il y avait un autre pilote qui lui est né en 2004, donc il a 19 ans. Il y avait une comparaison qui était faite. Joris Daudet, lui, était déjà en élite, donc au plus haut niveau mondial de BMX. Et qui s'appelle Jamie O'Brink, c'est le pilote qui a 19 ans. Lui, il avait 6 ans ou un truc comme ça. Et maintenant, ils courent ensemble. Oui, ils courent ensemble. Respect. C'est fou. C'est fort, la longévité très, très de ces pilotes est dingue. Ah ouais, c'est respect. C'est clair. Moi, je vais poser la question de Bernard dans l'autre sens. Comment est-ce que vous faites tous les deux? Parce que Léon a 20 ans, toi, Noah, tu as 17 ans. Comment est-ce que vous faites pour performer déjà à cet âge-là? Parce que je crois que Noah, toi, t'étais Léon, pardon, excuse-moi. T'étais en catégorie élite. Et là, tu vas pas tarder à la retrouver aussi, parce qu'il me semble que tu as eu une petite descente, et là, tu remontes la pente petit à petit. Ouais, c'est ça. J'ai eu 3 années compliquées, là, on va dire. Et surtout, cette dernière, je me suis fait fracture ouverte tibia péroné. Il y a 2 ans, du coup. D'où la grosse cicatrice sur le. Je comprends mieux. Et donc en soi, j'ai fait une belle saison. Je me suis blessé fin de saison de ma première année en élite. Et je devais être 55, 60e du classement Coupe de France, des élites français. Et du coup, je me blesse sur la dernière course. Et donc, je loupe tout l'hiver de préparation. Et comme disait Noah, le moment le plus important de l'année, en gros, le moment où on se fait mal. Et donc, l'année d'après, j'arrive toujours avec les élites. Et là, avec 4 entraînements semaine au lieu de 8, je prenais des fessées, quoi. Ouais. Et comment t'as fait pour remonter la pente et revenir en forme? Parce qu'après une blessure comme ça va demander du temps, ça va demander de l'entraînement encore plus que les autres pour revenir au niveau auquel tu étais. Comment est-ce que tu as fait? Le temps. Ouais, le temps, la tête. En plus de ce tibia péroné, je sais pas si on peut dire que je suis malchanceux. Des fois, je cherche un peu quand même, mais je me suis fait pas mal de trucs autres. Là, je suis encore en arrêt pour blessure. Là, j'ai mon insertion du genou qui s'arrache. Ah oui. Ah ouais, non, mais c'est impressionnant. Une belle galère, ouais. Et donc, du coup, j'ai fait le début de la saison blessé, là. Et là, ça fait 3 semaines, j'ai coupé complet le vélo pour que ça se répare. Je vais reprendre dans 2 semaines, pile pour le championnat de France. Je crois que Noah, t'avais une petite anecdote. Ouais, je te voyais lever la main. Parce que notre Léon Fleuron, on l'aime bien. Déjà parce que c'est un bon pilote, mais aussi parce qu'il nous fait des sacrées cascades. Et il est tombé en Bretagne. C'était quand? C'était au mois de février. Non, mois de mars, avril. Et il s'est déboîté l'épaule. Du coup, il a continué à s'entraîner avec nous. Non, mais ils l'ont remis direct. Le lendemain, il roule. Il y a 2 semaines, on est au golf parce lui, c'est un grand golfeur à ses heures perdues. On va faire du practice. Je sais pas si vous connaissez au golf. Si, un petit peu. Ouais. Et c'est des tirs en longueur.
Bah, il s'est déboîté les poules. Ouais, décidément, la malchance te poursuit partout, même en dehors du BMX, incroyable. Léon. J'arrive pas à m'en sortir. Et même aux échecs, il s'est blessé une fois. Aux échecs. Là, le pire, c'est qu'il a pas dit toute l'histoire. Je me suis blessé aussi. Enfin, je me suis déboîté l'épaule le jeudi. On va se baigner au lac. Je plonge du lac du Bourget d'un ponton, donc à hauteur d'eau. Mon épaule qui se déboîte. Et ça, c'était le jeudi. Du coup, il se passe le week-end et le mardi, on retourne au golf et là, paf, encore déboîté. C'est incroyable. Donc en fait, il va à la piscine, mais il y a une équipe du SAMU qui le suit. Il faudrait. Et toi, Bernard, en tant qu'ancien, en tant que vieux briscard de l'émission, voir un jeune de 20 ans déjà qui fait des cascades comme ça et qui avale partout. Alors moi, je vais vous dire déjà, ça fait super plaisir de les voir tous les deux. Ils sont beaux comme tout, ils sont sportifs, ils sont super sympas, ils s'expriment super bien, ils font partager leur passion. Et moi, c'est pour ça que je suis toujours heureux d'être invité dans votre émission. C'est que ces jeunes que l'on côtoie et que l'on invite, et ben voilà, ils font partager leur passion avec beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme, beaucoup de simplicité. Et donc moi, je suis super content et je vous dis bravo les gars parce que oui, vous donnez envie de faire du BMX et vous êtes tous les deux vraiment super intéressants. C'est gentil, merci. Il faut pas trop s'attarder sur le fait qu'on se blesse beaucoup. C'est vrai, bien sûr, tu as raison de le préciser. Et surtout, là, on a la chance que les compétitions, de plus en plus, elles sont retransmises sur l'équipe, par exemple, là. Donc, ça fait super plaisir parce que, du coup, moi, je trouve que c'est un sport. Il est pas beaucoup médiatisé, mais faut venir voir parce que c'est un sport. Moi, je trouve ça magnifique. Ouais, c'est mon sport, je l'ai dit comme ça. C'est magnifique, non, c'est spectaculaire, c'est télégénique, c'est très sympa. Ah ouais, il y a un côté spectaculaire quand même dans votre performance. Enfin là, on n'a aucune image comme on est à la radio, mais vous nous le faites vivre d'une manière à ce qu'on... Là, les images mentales, elles sont très fortes, surtout au niveau de vos galères physiques. Mais justement, tu parles de médiatisation, j'allais y venir. Est-ce que vous trouvez que, du tout, tu dis qu'il y a un petit déficit de médiatisation dans votre sport. Est-ce que vous trouvez que ça mériterait un peu mieux? Est-ce que vous trouvez que ça augmente un petit peu ces derniers temps ou c'est plutôt ça stagne? Franck, lui, c'est quelqu'un qui est dans la médiatisation un peu avec son projet professionnel et du coup là, il a pu participer à on va dire un stage pendant un week-end où c'est un gars, lui, il essaye au maximum de faire que la médiatisation du BMX elle augmente. Donc c'est un mec qui a un compte Instagram qui essaye de retransmettre toutes les plus grosses infos. Il essaye de retransmettre ça comme le foot pourrait être retransmis pour les jeunes et sur les réseaux. Mais c'est sûr que c'est dur parce qu'en fait c'est pas un sport qui est comme le foot. Donc tu vois un match c'est 90 minutes, tu peux le passer à la télé parce que t'as pas d'arrêt, on va dire. T'as 20-30 minutes à la mi-temps où il y a un temps mort. Mais le BMX c'est dur parce que en fait t'as une compétition. Ça va durer une journée et t'as une course, c'est 30 secondes. Mais entre les courses, tu vois, t'as les manches qualificatives et entre les manches qualificatives et les tours qualifs, t'as tout le temps 10-15 minutes. Donc passer à la télé, je comprends que ça soit compliqué, tu vois, parce que tu dois faire des gros temps morts entre les tours. Faut meubler. C'est ça, les commentateurs. C'est dur. C'est la difficulté de ce sport en fait. Ouais, enfin, vous y pouvez rien en fait, mais c'est difficilement diffusable en continu ce genre de sport. C'est ça la difficulté. Ouais, c'est ça. Mais après, c'est quand même en train de beaucoup se développer. Ouais. Là, cette année, il y a comment vous appelez ça, les médias, la presse, le Press Day. Ouais, en gros, le vendredi, il y a interview des pilotes. Conférence de presse. C'est bien. Voilà, c'est le mot. C'est indispensable pour le développement, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Et puis, ce que disait Noah, là, avec BMX Media, il commence à venir faire des interviews, poser des questions avant course, après course. Est-ce que qui ont fait des belles perfs. Est-ce que c'est plaisant justement de voir des gens qui s'intéressent à votre discipline et qui viennent vous interviewer, qui viennent sur le terrain pour diffuser une belle image de ce sport spectaculaire? Ouais, c'est gratifiant, c'est clair. Ouais, c'est une autre approche, puis ça permet enfin, il y a des disciplines comme la pétanque qui sont bien diffusées aussi sur l'équipe, alors pourquoi pas le bien BMX, sûr. La comparaison est super intéressante. Et puis ça attire plein de jeunes, je veux dire, c'est hyper dynamique, hyper sympa, hyper visuel. Il y a plein d'enfants qui sont attirés aussi par des champions comme Léon ou Noah qui ont envie de faire pareil. Je trouve que c'est une belle école aussi, d'entraînement, de volonté, de mental, comme vous l'avez évoqué. Ouais, c'est vraiment super.
Et pour la suite, qu'est-ce qui vous attend un petit peu? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de bien pour vos prochaines échéances, les prochains mois? Et ben là, on a championnat de France, championnat d'Europe qui vont s'enchaîner là, 2 week-ends d'affilée dans 2 semaines. Et donc on est qualifiés tous les deux. C'est quoi l'objectif? Souhaiter le meilleur. Moi, j'aurais bien aimé essayer de prendre un titre, mais vu que je suis blessé depuis le début de saison, on va prendre ce qu'on a à prendre, se faire plaisir, quoi. Et toi, Noah, est-ce qu'il y a des objectifs particuliers sur ces compétitions? Moi, malheureusement, j'ai pas pu me qualifier au championnat d'Europe et au championnat du monde parce que j'ai eu, on va dire, je me suis fait des frayeurs en début de saison parce que maintenant il y a les formats. Maintenant, je suis rentré sur le format olympique des compétitions. Donc moi, je suis sur les buts à 8 mètres, les sauts où c'est plus les bosses, elles sont pas pleines dedans. Il y a des trous au milieu, donc t'es obligé de sauter. Et moi, je me suis fait des frayeurs et j'ai une petite peur, on va dire, des sauts. Donc j'ai loupé la première Coupe d'Europe qui permettait de se qualifier au championnat d'Europe et au championnat du monde. Et après, je me suis blessé, je me suis fissuré la clavicule, donc j'ai pas pu participer aux deux Coupes d'Europe d'après qui permettaient la qualification. Donc je suis qualifié déjà au championnat de France, donc on va essayer de performer au maximum là-bas. J'aimerais bien rentrer une finale, mais c'est déjà bien. C'est clair. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'être venus partager votre expérience et votre passion surtout avec nous. Et puis n'hésitez pas à revenir quand vous le souhaitez en plateau. En tout cas, je vois Bernard avec des étoiles dans les yeux. Non, vraiment très très content. Vous revenez quand vous voulez. Merci en tout cas, Léon. Merci à vous. Merci les gars. On va s'accorder une petite pause parce que là, on est parti très fort avec le BMX, la rapidité, l'explosivité, les sauts. On va respirer un tout petit peu en musique et on se retrouve tout de suite sur les antennes de Radio Grand Lac. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez! L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. On est de retour en direct sur les antennes de Radio Grand Lac pour 9-2-1 partez, l'émission 100% sport et la pause a fait du bien. Parce qu'on est parti très fort. On avait démarré très fort. On a démarré très fort avec le BMX. On va rester dans le même domaine, Bernard et Adrien. On va parler cyclisme sur route cette fois. Et on va commencer avec toi, Adrien, avec un petit résumé du critérium du Dauphiné. Exactement. Si on parle du critérium du Dauphiné, il faut que je vous dise que moi je les ai vus passer de très près les coureurs parce qu'ils ont fait le col du Granier sur la 8e étape et donc on va dire que j'ai fait quoi? Allez, j'ai fait 50 mètres, je lui ai posé mon petit transat. T'as vu ton vélo électrique, t'es monté en vélo électrique, non? Non, quand même, pour faire 50 mètres, je suis pas feignant comme ça. Non, mais ils sont passés quoi? C'était entre midi et 2 et c'était sympa de les voir passer. C'était hors caméra à ce moment-là, ils filmaient pas. Mais tout le cortège et tout ça, c'est toujours sympa. Ça me rappelle les souvenirs du Tour de France. C'est un col difficile, dans laquelle souvent les plus forts font la différence. Le Granier, c'est costaud. Ouais, exactement. Et si on attaque déjà, qui c'est qui a remporté le critérium de Dauphiné? C'est Jonas Vingegaard, le coureur danois de Jumbo-Visma. Il a remporté donc ce tour en prévision, on va dire, du Tour de France qui arrive bientôt avec 2 minutes 23 d'avance sur son poursuivant direct. C'était Adam Yates. Le Britannique, qui devançait lui-même. 3e sur le podium, Ben O'Connor. Si on parle un petit peu des Français, 6e au général, c'est Guillaume Martin, de Cofidis, l'écurie Cofidis qui trône à cette place, et Julien Alaphilippe, 10e, donc le coureur bien connu français qui est 10e pour sa part. Julien Alaphilippe qui lui avait fait plutôt fort lors de la seconde étape, qu'il avait remporté d'ailleurs, et c'était en fait les Français qui s'illustraient plutôt au début du critérium, avec une victoire, les 3 premières étapes en fait remportées par des Français, mais au final sur la fin on a quand même, c'est ce que j'écoutais aussi et constatais, au bout d'un moment Vingegaard il a un peu tracé tout le monde et c'était un peu sur une autre planète. Très costaud sur cette épreuve. Et Adrien, t'as cité Ben O'Connor, très beau podium, très très beau coureur qui a vraiment brillé pendant cette semaine sur le Dauphiné, et ça va me faire la transition parce que c'est un coureur de l'équipe AG2R Citroën, l'équipe chambérienne, l'équipe savoyarde, et c'est la transition toute trouvée, parfaite pour accueillir notre invité Yves Perret, que je suis ravi personnellement d'accueillir, parce que pour l'anecdote, les petits jeunes, vous étiez pas nés, mais Yves, ça fait très très longtemps qu'on se connaît, ça remonte à l'époque de la fac, et Yves, c'est un journaliste, c'est un chef d'entreprise, il écrit des bouquins et il est responsable presse de l'équipe AG2R Citroën. Et Yves, est-ce que tu m'entends?
Absolument. C'est vrai que c'était à l'époque de la TSF. Ouais, exactement. Ouais, ça nous rajeunit pas. Ça fait très longtemps. Mais tu remarques, Yves, que je n'ai pas cité de date. J'ai dit qu'on se connaissait depuis la fac. Je n'ai pas dit en quelle année on était sur les bancs et les amphis tous les deux. Absolument. Alors, Yves, toi, tu es responsable presse de l'équipe AG2R Citroën. On est à quelques jours du départ du Tour de France. Et toi, tu as la chance de vivre. Alors, tu l'as couvert pendant de nombreuses éditions en tant que journaliste. Désormais, tu le vis en tant que responsable presse à l'intérieur même de la course du team AG2R Citroën. Dans quel état d'esprit tu es à quelques jours de ce rendez-vous incroyable? Pour moi, tout va bien parce que on est surtout là pour accompagner ceux qui souffrent, donc pour accompagner les coureurs durant toute la saison et durant le Tour. Donc, nous, on est comme toujours ravis et excités de se retrouver dans quelques jours au départ du Tour à Bilbao, et puis après, de rentrer prendre place dans la grande caravane, et puis en espérant avec comme but quand on travaille pour une équipe, de l'avoir brillé, et puis d'accompagner les coureurs plus souvent dans la victoire que dans la défaite, ou en tout cas dans de belles choses et dans de belles réalisations. On a un peu la magie du Tour de France en quelques mots en t'écoutant, Yves. Ces 3 semaines, c'est un événement tellement incroyable. Il y a une ambiance, j'imagine, très particulière, et puis surtout un travail énorme quand on est responsable presse, avec l'enchaînement des étapes, avec toute la gestion justement des médias. C'est 3 semaines pas franchement de tout repos, c'est ça? Oui, mais c'est la nature de l'événementiel, quelle que soit la mission qu'on occupe dans un événement. On avance sans compter ni les heures, ni les imperfections qu'il peut y avoir dans les journées, etc. Le but, c'est de livrer l'événement, qu'on soit côté organisateur, côté sportif, etc. Donc, on avance, et c'est marrant parce que moi, j'ai toujours l'impression de finir les événements plus frais que commencer, parce que il y a un moment, on rentre dans l'histoire, on met le casque lourd, et puis on avance, quoi. Donc oui, c'est surtout que ça reste le privilège de vivre de l'intérieur un événement qui restera toujours un événement hors norme, qui fait partie du patrimoine français, qui fait partie de la culture sportive française, et il y a à la fois l'aspect de la compétition, mais il y a aussi ces centaines, ces millions de visages qu'on voit au bord des routes qui sont aussi importants que purement de savoir qui a gagné, qui a perdu. Absolument. Je rebondis sur ce que tu évoques, Yves, parce que justement, ce Tour de France, c'est une telle médiatisation, c'est une telle fête sur la route, au bord de la route, tu l'as dit. Alors, tu l'as dit, toi, tu accompagnes ceux qui souffrent, tu accompagnes les coureurs, mais pour une équipe comme AG2R Citroën, réussir son Tour de France, j'enfonce des portes ouvertes en disant ça, mais c'est capital, c'est essentiel, et une victoire d'étape, par exemple, c'est des retombées énormes, j'imagine, pour une équipe. Bien sûr que c'est une des retombées énormes, et puis c'est aussi ce qui atteste de la réussite ou de l'échec d'une saison. C'est terrible d'ailleurs, parce que bien souvent, il y a des équipes qui brillent toute l'année, et puis qui, pour des raisons diverses et variées, se retrouvent à moins bien marcher sur le Tour. Et puis à la fin de la saison, le grand public, je parle pas des spécialistes, mais le grand public retient celle qui a brillé sur le Tour. Et la grande chance de l'équipe AG2R Citroën, c'est depuis maintenant une vingtaine d'années, plutôt bien s'en sortir, quasiment de remporter chaque année une étape, ou presque, de monter sur le podium, comme ça a été le cas avec Romain Bardet, avec Jean-Christophe Perrault, de gagner le classement par équipe, de gagner le maillot blanc, de gagner le maillot du meilleur grimpeur, et ça, c'est quelque part le diplôme qui atteste d'une saison réussie. Yves, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, vous du coup qui êtes à l'intérieur de ce team AG2R Citroën, quelles vont être vos missions pendant ce Tour de France? Racontez-nous un petit peu quel va être votre quotidien, et quelle va être la nature de votre contribution à cette équipe. Alors le matin, je lis les journaux en buvant un café. Important, très important au début. C'est très important quand on s'occupe de relations presse. Non, oui, les missions, elles sont multiples, et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que dans le staff d'une équipe cycliste, c'est des missions où tout le monde est un peu couteau suisse.
À savoir, il y a des sports qui sont sédentaires. Et les sports sédentaires, en gros, le kiné est là pour faire le kiné, l'attaché de presse pour faire l'attaché de presse, etc., etc. Le cyclisme, c'est un grand circuit itinérant. Et dans ce grand cycle itinérant, tout le monde donne la main à tout le monde. C'est-à-dire que s'il y a une valise qui est au pied du camion, elle montera pas tout seul dans le camion. Donc, on est sur quelque chose de beaucoup moins, je dirais pas structuré parce que c'est très structuré, mais de beaucoup moins catégorisé que beaucoup d'autres sports. Donc après, moi, la mission, c'est de me rendre au départ, c'est d'aller voir les journalistes, c'est de les contacter, c'est de voir quels sont leurs besoins, après de faire l'interface avec les coureurs, entre les coureurs et les médias. Ensuite, d'être capable toute la journée d'être la personne ressource pour les médias, pour toutes les questions, etc. Et puis après, le soir, l'arrivée, c'est de gérer l'arrivée, ce qui est pour tous ceux qui ont déjà assisté à l'arrivée d'étape du Tour, un joyeux bazar où au sprint, 180 coureurs arrivent d'un coup et il faut retrouver les siens pour les placer devant les médias parce qu'il faut être très clair. Toutes les équipes sont en concurrence pour passer aussi leurs coureurs devant les médias. Bien sûr. Donc voilà, et puis après, une fois que tout ça est passé, il y a rédaction et envoi des communiqués de presse. Il y a toujours ce côté de relationnel avec les médias. Il y a retourner à l'hôtel et puis de gérer les éventuelles sollicitations, etc., etc. Ce qui aujourd'hui est encore exacerbé par le fait que vous avez peut-être eu la chance de voir l'excellente série de Netflix. On a incroyable. On a des caméras embarquées, on a des équipes là, et tout ça, moi, ça fait maintenant avec mon équipe parce que on est dans ma société, on est 4 à intervenir sur AG2R Citroën au fil de l'année. Là, ces derniers jours, on a beaucoup d'échanges avec les médias sur leurs besoins, gérer la présence de France Télé, la présence de Netflix, et puis la présence de tous les médias, parce que tous les médias accrédités ont bien entendu le droit à avoir accès à l'équipe, étant entendu que depuis très longtemps, on est très fiers d'être une des équipes les plus accessibles pour les médias, pour le public, et qu'on a envie, même en période de Covid, on a fait partie des gens qui ont essayé au maximum d'optimiser la présence des journalistes auprès de l'équipe et du public, même si c'était pas très évident. Donc voilà, les missions, elles sont variées et voilà, ce qui peut le rendre un peu complexe, c'est que par rapport à une Coupe du Monde de foot où l'équipe est basée dans un camp de base, nous, c'est de l'improvisation perpétuelle, dans la mesure où on change d'hôtel tous les jours et au milieu, on fait entre 300 et 600 km par jour pour aller d'un point A à un point B. Oui, ça demande une grande capacité d'adaptation. Et moi, j'aimerais revenir sur le fait de véhiculer une belle image de son équipe et toujours avoir quelque chose à dire aux médias. Comment est-ce que vous faites pour gérer, par exemple, une journée où les coureurs sont complètement passés à côté pour quand même véhiculer une image positive et attirer les médias et avoir des retombées dans la presse? Bon, vous savez, ça après, les médias, il y a deux façons de faire les choses. C'est vrai, il y a d'être performant. Et puis après, c'est de recueillir les fruits du travail quotidien et annuel. C'est-à-dire que les médias après vont aller voir le bon client, et le bon client, c'est le coureur ou le directeur sportif qui est abordable, sympa, et qui sait justement analyser ce qui a bien passé, bien mal passé. Et puis après, on est quand même dans un sport où on demandera moins de justifier l'échec, parce que ce qu'il faut voir, une course de vélo, c'est 180 histoires individuelles. C'est pas une équipe contre une autre équipe. Donc par rapport à ça, votre coureur qui est arrivé 70e, ce jour-là, il passe un peu sous silence, sauf s'il a des choses à raconter, mais on n'est pas dans l'analyse globale en permanence de 180 performances. Ok. Yves, par rapport toujours à cette grande messe médiatique, puisque c'est vrai qu'il y a des journalistes du monde entier, il y a plusieurs nationalités dans le team AG2R Citroën. J'imagine qu'il y a des médias de vraiment du monde entier qui vous sollicitent. Ça rajoute un petit peu de difficulté à gérer tout ça. Il faut parler plusieurs langues, il faut aller de la télé à la radio en passant par la presse écrite. Tu connais maintenant beaucoup de monde. Ça fait plusieurs années que tu es dans ce grand barnum, mais c'est compliqué parfois. Oui et non, quoi. C'est comme tous les métiers. Je veux dire, ce qui est compliqué,
c'est le début. C'est de connaître. Après, moi, j'ai un parcours qui est un poil atypique parce que j'ai commencé par le journalisme avant de passer du côté obscur de la force. Donc par rapport à ça, je travaille beaucoup en connaissant très bien les attentes des médias. Donc voilà. Après, j'ai eu la chance d'aller un peu à l'école, donc de parler quelques langues. Donc voilà. Après, effectivement, l'anglais est indispensable. Les autres langues peuvent être utiles, mais c'est pas de la prétention, mais il y a rien d'insurmontable. Comme je dis souvent à mes collaborateurs, voilà, l'avantage c'est qu'on sauve pas le monde tous les matins, et ça permet aussi d'aborder les choses avec beaucoup de recul. Et dans ces métiers-là, justement, dès que vous êtes dans le monde du sport, c'est important d'avoir du recul. Parce que trop souvent, le fait, quand vous êtes un peu bas du casque et qu'une défaite devient la dernière catastrophe nationale et qu'une victoire donne l'occasion de se rouler par terre, à un moment, vous faites pas long feu dans ces métiers-là, quoi. Parce que l'athlète aussi, parce que nous on travaille aussi avec pas mal d'athlètes en individuel hors vélo, l'athlète il attend de vous de la sérénité et de l'intelligence. Donc si vous êtes encore plus triste que lui quand il perd, et alors bien entendu, on est dans l'affectif, donc au contraire c'est important d'avoir une relation forte, mais c'est aussi important d'avoir suffisamment d'expérience pour leur donner un peu de sérénité et leur apprendre à aborder aussi ça pour partir du principe que les relations avec les médias font partie de leur job. Absolument. Est-ce qu'il y en a justement, Yves, je rebondis là encore sur ce que tu évoques, parce que avec ton équipe, vous connaissez parfaitement tous les membres de l'équipe. Est-ce qu'il y en a qui sont un peu plus en difficulté et que peut-être vous êtes amené à rassurer, à coacher pour qu'ils puissent justement affronter, parce qu'on sait à quel point c'est difficile de se retrouver face à des micros, des caméras, c'est extrêmement intimidant et surtout quand on n'a pas l'habitude et qu'on est par exemple un jeune coureur. Ouais, totalement. On travaille beaucoup avec les jeunes coureurs, non pas pour leur donner les sacro-saints éléments de langage qu'on nous met à toutes les sauces et qui, moi, à mon avis, sont juste de faire des phrases avec un sujet, un verbe et un complément. Mais au-delà des éléments de langage, c'est d'expliquer aux gens. Pour moi, c'était même une des lignes conductrices de mon entreprise. Ce qui se comprend se maîtrise. Et qu'aujourd'hui, juste expliquer à un coureur ou à un athlète, parce que je vous dis, on travaille avec d'autres athlètes, à un athlète que si, du moment où il comprendra à qui il parle et ce qu'attendent les médias, etc., tout sera plus simple. Trop souvent, le tort qu'ont les athlètes, c'est de croire que c'est deux mondes séparés et parallèles. Non, il faut surtout pas vivre en parallèle, il faut comprendre. Et de l'autre côté, parfois, les journalistes n'essayent pas de comprendre comment fonctionnent les athlètes, notamment pourquoi à tel moment ils sont disponibles et puis à d'autres moments ils sont pas disponibles. Après, faut là encore prendre du recul. Pour moi, il est beaucoup plus difficile de descendre le Galibier à 100 km/h et le tragique accident de Gino Mäder cette semaine au Tour de Suisse l'a rappelé. C'est tellement plus difficile de faire ce qu'ils font au quotidien que de répondre à une interview. Donc le truc, c'est surtout de désacraliser ça et de toujours dire à l'athlète, Coco, tu fais bien plus difficile, et ça fait partie de ton job. Et est-ce que vous les coachez de manière individuelle, ou est-ce que par exemple vous prenez toute l'équipe au début et vous leur apportez des petites pistes pour justement qu'ils se sentent plus à l'aise devant les micros et devant les caméras, ou c'est vraiment de l'individuel que vous faites à chaque fois? Vous pouvez donner des grands principes en individuel, mais c'est comme une cour d'école. À la fac, vous savez très bien ou à l'école, quand vous parlez devant toute la classe, vous êtes inhibé. Donc là, on est quand même sur quelque chose qui touche à de l'intime un petit peu, sa façon de s'exprimer. C'est la façon en plus, les exercices de fausses interviews et compagnie, j'y crois jusqu'à une certaine limite. Donc aujourd'hui, c'est plus vraiment d'aller chercher l'athlète et de lui expliquer que tout ça est très simple, quoi. Donc le côté grande messe devant beaucoup de monde, moi c'est pas mon truc, mais voilà, après vous expliquez les grands principes à tout le monde. Après le reste c'est soit toi-même, quoi, surtout. Et comment est-ce que vous gérez la frustration? Parce que j'imagine des fois que sur la ligne d'arrivée, certains coureurs sont frustrés, n'ont pas forcément envie d'aller parler aux médias, et parfois ils y sont quand même confrontés. Est-ce que c'est compliqué de gérer ça, ou comment vous l'abordez?
Ouais, oui. Bon, après, je pense qu'il faut avoir suffisamment de pudeur pour voir à quel moment l'athlète on peut rentrer dans sa bulle, parce que souvent entre la ligne d'arrivée et puis le moment, il y a quand même cette fameuse bulle de frustration où le gars a besoin. Après, chacun l'exprime différemment. Il y en a certains, faut que ça aille vite, quoi. Ils franchissent la ligne, il faut qu'ils se débarrassent entre guillemets du truc et qu'ils aillent s'exprimer. Après, il y en a d'autres, on sait qu'ils ont besoin d'une petite bulle, d'un petit temps. Parce que c'est terrible. Moi, pour être à leur côté, quand ça se passe bien et que vous voyez débouler en courant ventre à terre 20 personnes avec des caméras, des appareils photo, et que vous vous dites putain, c'est moi qui vais avoir tout ça dans la gueule dans 5 minutes. Sincèrement, à ce moment-là, et avec toute l'estime et l'amour que j'ai pour le métier de journaliste, les mecs se posent pas la question de l'impression que ça donne quand vous êtes avec un mec de 40 kilos qui vient de faire 200 bornes de vélo à vos côtés et que vous voyez tout ça et que ça se pousse et que ça mette des coups de caméra et compagnie. Alors qu'il faudrait juste qu'il y ait 5 minutes de plus pour que le gars il puisse reprendre ses esprits, etc. Ça, pour moi, c'est l'image la plus violente qui existe quand vous franchissez une ligne, quand vous avez la chance en plus que votre athlète ait bien marché. Et que le pauvre mec, vous vous dites, oh là là, ça va pas être simple, quoi. Franchement, Yves, merci pour cette analyse, parce que je crois que c'est vraiment un paramètre essentiel, important. Et toi, tu as comme tu l'as évoqué, cette double facette, puisque tu as commencé par le journalisme, aujourd'hui tu es de l'autre côté. Et vraiment, c'est intéressant de t'entendre évoquer ça, parce que on doit aussi, nous les journalistes, avoir toujours à l'esprit cet aspect que tu as évoqué. Et je pense que dans certains cas, malheureusement, on a des athlètes qui après se font un petit peu cataloguer, qui font parfois même un peu moquer, ou en tout cas, lui, il est pas facile, il parle pas facilement. Mais vraiment, je crois que ça méritait de remettre un petit peu l'église au cœur du village, comme tu viens de le faire. Eh ben, merci. J'avais juste une dernière question. Je suis pas vraiment à l'aise avec le fait de revenir sur ça, mais tu nous as parlé du tragique accident de Gino Meda. Comment est-ce que, parce que c'est malgré tout intéressant, tu as ressenti, on va dire, l'atmosphère générale médiatique et enfin, c'est des choses qui sont déjà arrivées, mais ça faisait un petit moment quand même. Au niveau de la presse, comment a-t-elle réagi et comment tout ça s'est un peu organisé? Est-ce que malgré tout, on est resté sur quelque chose d'assez soft? Est-ce qu'il y a eu de la pudeur? Est-ce qu'il y a eu des petites choses quand même qui ont débordé? Ouais, alors, déjà, première chose, moi j'étais pas sur place, donc j'ai géré ça, on a géré ça avec mon équipe à distance, et j'ai trouvé qu'il y a eu pas mal de pudeur. C'est vrai que quand ce genre de choses arrivent, on évite dans des faux débats, dans des mauvaises polémiques, dans des choses comme ça, et que je trouve déjà que la détresse et la douleur des athlètes a été respectée, et voilà. Après, voilà, moi j'ai eu la plupart notamment des radios françaises qui m'ont appelé, qui voulaient avoir des réactions. Nous, on avait choisi de pas s'exprimer pour justement rester dans la sobriété, et voilà, il y a personne qui a essayé de forcer ce barrage qu'on avait mis. Et puis après, moi, sur ce que j'ai lu, justement, il n'y a pas eu beaucoup de tentatives de polémique. Voilà, il y a eu un excellent papier de Johan Aubois dans l'équipe, écrit avec beaucoup de talent et beaucoup de retenue, et qui en même temps a raconté ce qui s'était passé. Après, malheureusement, chaque fois qu'il y a ce type d'accident, on peut toujours chercher 50 000 explications, remettre tout en cause et compagnie. Malheureusement, c'est ce qui fait aussi la beauté de ces sports. Moi, je bosse aussi beaucoup dans le ski, voilà, de ces sports où c'est une combinaison de lycra qui fait partie de votre seule carapace. Et à ce titre-là, je vous conseille, pour ceux qui ne l'ont pas vu, d'aller lire le magnifique post de Romain Bardet suite à ça, qui résume tout, avec les vrais mots, avec la profondeur et l'intelligence que peut avoir un garçon comme Romain, qui est pour moi un exemple d'intelligence et d'analyse et de recul sur le sport en général et sur la vie, et tout est dit, quoi. Voilà. Après, on peut se poser plein de questions. J'ai eu, parce qu'on a un coureur autrichien actuellement qui marche pas mal, la télé autrichienne, qui justement posait la question, la sécurité, etc. J'ai pas pu m'en empêcher. Je leur ai dit oui. Dans ce cas-là, il faut tout de suite, premier angle de votre reportage, il faut interdire la descente de Kitzbühel.
Bien, ouais. Parce que le risque, il est pendant 2 minutes 30, il est bien au-delà de même si on peut pas quantifier le risque, mais il est au-delà de ce que du risque que prennent les coureurs, parce que voilà. Donc après, on est sur la notion de compétition, la notion de truc, et là c'est quasiment un devoir de philo. Prenez une feuille, vous avez 4 heures. Ouais, vraiment, Yves, c'était super. Merci beaucoup vraiment Avec pour plaisir. cette analyse. Merci d'avoir pris le temps aussi dans cet emploi du temps qui est bien chargé, surtout à quelques jours du départ du Tour de France, de répondre à nos questions. C'était vraiment un super moment, et merci pour ton éclairage. Avec plaisir. Salut Bonne Yves, soirée. Salut, à très merci bientôt. beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Et c'était encore un témoignage très enrichissant. On a eu le BMX où ça manquait un petit peu de médiatisation. Là, on a fait le tour de la médiatisation, on a découvert un petit peu les coulisses. Donc, on a eu une vue d'ensemble dans cette émission et c'est sympa. Pour terminer, on va parler quand même un tout petit peu d'actualité parce que là, on a parlé un petit peu de sujets froids. On va parler un petit peu de l'actualité chaude et notamment du FC Annecy. Le verdict est elle enfin est très chaude, tombé. alors. Elle est carrément Et très chaude. Très, très chaude, oui. Je sais pas si Bernard, tu as un mot là-dessus pour commencer. Rapidement, parce que j'ai hâte d'avoir votre sentiment à tous les deux. Moi, j'ai vraiment l'impression que il y a des conséquences qui sont en train de dépasser tout le monde, que la Ligue nationale de football se retrouve avec un dossier extrêmement épineux. On a vu la montée au créneau des dirigeants annéciens, on a vu les dirigeants bordelais. Il y a toute cette ambiance. Yves Perret parlait tout à l'heure des polémiques. Parfois, il y a une grosse polémique autour du geste même du supporter, de la réaction du joueur. C'est extrême, c'est un imbroglio incroyable. Et il y a une conséquence très lourde. Bordeaux ne montera pas en Ligue 1 avec toutes les conséquences économiques que l'on peut imaginer. Et la même chose pour Annecy. Quand on connaît les droits télé en Ligue 2 et ceux dans la division d'en dessous, il y en a plus. Et tout le travail qui est remis en question. Donc voilà, moi je me prononcerai pas. J'attends votre sentiment à tous les deux, les gars. Mais ouais, c'est sorti largement du cadre sportif et je sais pas comment la Ligue va se dépatouiller de ce dossier pour le moins compliqué. Juste avant qu'on échange justement là-dessus, pour rappel, peut-être pour les auditeurs qui auraient pas suivi, Bordeaux a perdu le match par pénalité, donc la victoire a été accordée à Rodez. Et en plus de ça, Bordeaux écope d'un point de pénalité pour la saison prochaine et commenceront donc avec -1. Et puis ils auront aussi leur tribune sud qui sera fermée pour 4 matchs, dont 2 fermes. Commencer une saison sans supporters avec -1 point. Bon, là, Saint-Etienne l'a fait, ça s'est plutôt bien terminé, mais c'est toujours compliqué, Adrien. Ouais, là, ils partent clairement, on leur met des bâtons dans les roues tout de suite. Après, effectivement, encore une fois, on n'est pas là pour dire ce qui est bien, ce qui a pas été bien. Les faits sont là. Il y a eu vraiment cette action de supporter qui est pas quelque chose qu'on doit voir dans un stade de football. Absolument. Clairement. Maintenant, les conséquences, elles sont tellement dramatiques, en fait, pour le FC Annecy et pour Bordeaux. Franchement, j'avais du mal à y croire quand je l'ai vu, et surtout maintenant, Annecy n'a pas réagi tout de suite. Ils ont, comme je lisais, ils ont laissé réagir donc les principaux intéressés, parce que tout d'abord, il s'agissait de régler régler le problème de ce match qui n'était pas terminé. Donc les premiers concernés étaient Rodez et Bordeaux. Donc ils ont attendu un petit peu avant ils ont réfléchi, ils ont laissé maturer ça. Ils veulent faire appel, si je comprends bien, en tout cas faire pousser les recours un petit peu plus loin, parce que ils ne sont toujours pas satisfaits du traitement qui accordait à cette situation. Et en fait, le problème, c'est que dans le foot, les saisons commencent tôt et le temps joue clairement contre eux. Et là, plus le temps va passer, plus ça va être compliqué pour faire quoi que ce soit. Et puis au bout d'un moment, on va se retrouver juste dans une situation, c'est trop tard, quoi. C'est clair. Tu l'as dit à juste titre, Adrien. Commencer une saison comme ça va être compliqué, mais c'est des choses qu'on ne veut pas voir dans le football. Donc tu as raison, Bordeaux, pour moi, c'est une bonne chose de les avoir sanctionnés pour ça, mais ça a des conséquences dramatiques pour le FC Annecy puisqu'ils se retrouvent 17e. Ils sont premiers relégables, donc ils descendent pour le moment en national. Alors après, selon vous, qu'est-ce qui aurait été bon de faire ? Est-ce que faire un championnat à 21 équipes ? Est-ce que faire un barrage entre Rodez et Annecy pour voir qui est-ce qui descend ? Parce que finalement, Bordeaux, dans tous les cas, ne serait peut-être pas monté, puisqu'il fallait qu'il rattrape un retard de 5 buts, mais là il y a une conséquence directe sur un maintien entre Rodez et Annecy. Qu'est-ce qui est le plus juste ? Qu'est-ce qui aurait été juste de faire ?
Alors là, pareil, en 10 secondes, je sais pas du tout. Ce que je vois simplement, c'est que on a 3 parties, Annecy, Bordeaux et Rodez. Il y en aurait que 2, peut-être qu'on pourrait trouver, je sais pas, une solution. Et comme tu l'as évoqué, pourquoi pas un barrage. Là, il y a 3 équipes. C'est vrai. Il y a 3 équipes. Et il y a une incertitude. On ne saura jamais quelle aurait été la réaction des Bordelais. Peut-être qu'ils auraient gagné 4-1 ou 5-1 dans la foulée. Peut-être que on sait pas. On saura jamais. Là, c'est un dossier, je l'ai dit, épineux. Je vois pas, vraiment sincèrement, je vois pas comment la Ligue peut se sortir convenablement de cette situation. Oui, puis il y a pas mal de parts d'ombre aussi, puisqu'on sait pas qui dit la vérité finalement, on sait pas si le joueur de Rodez était vraiment blessé ou pas. Je sais pas toi ce que tu il est au cœur de la polémique. Ben, c'est les déclarations en fait qui le FC Annecy pointe ça du doigt clairement. Les déclarations n'ont pas de corrélation, ne sont pas en lien et sont pas vérifiables dans les actes, dans la pratique, dans les faits, comme ce qu'on avait évoqué il y a 2 semaines sur le fait que ce joueur auquel on diagnostiquait une commotion cérébrale, apparemment c'était même pas le cas. Si on lui diagnostique ça, c'est direction l'hôpital. Ça n'a pas été le cas non plus. Il est reparti en bus avec ses coéquipiers. Enfin, il y a des choses qui sont vraiment étranges dans la communication qu'a eu Rodez. Je ne juge pas. C'est des choses. On ne comprend pas tout. Maintenant, la Ligue a pris une bonne semaine et a rendu ce verdict-là. Je sais pas, j'ai un sentiment d'inachevé en fait sur cette saison de Ligue 2. Tu as tout à fait raison de le préciser, Adrien. On est maintenant à 15 jours après les faits. Il y a toujours ces incertitudes, toujours ces conditionnels. Il y a un premier jugement, une première décision de la Ligue qui est sortie, mais pour l'instant, aucune des parties n'est satisfaite. Il y a encore beaucoup de conditionnels, d'incertitudes. C'est complexe. On a fini cette saison de la pire des façons et là, gros suspense, mais en tout cas, il va y avoir des larmes inévitables. Et puis en tout cas, c'est un sujet qui fait grand bruit puisque le FNC accuse le club de Rodez de corruption sportive et puis ça a fait aussi réagir pas mal de joueurs, de médias. Il y a notamment beaucoup de personnes qui sont positionnées du côté d'Annecy qui jugent qu'ils ont été victimes d'une injustice complètement. Donc, et on verra bien ce que ça va donner par la suite en espérant que le club local, le FNC, puisse rester en Ligue 2. Ça serait bon pour nous. Nous, on serait très contents. Et puis juste une petite chose pour conclure, je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais on l'a évoqué ici même, cette Coupe de France pour Chambéry, pour des clubs, pour professionnels ou pas, elle fait des dégâts. Et là véritablement, moi je me souviens qu'on parlait d'Annecy quand les Annéciens étaient 12e, 13e, qui pratiquaient un très beau jeu et qu'ils avaient quasiment la certitude de se maintenir. Et puis il y a eu cette fracture, il y a eu cette Coupe de France, ce très très beau parcours, mais qui a mobilisé beaucoup d'énergie, beaucoup d'influx, beaucoup de force physique, mentale, et peut-être un petit épuisement sur la fin, et puis ça se termine en queue de poisson, c'est moins qu'on puisse dire. Et c'est tellement logique en même temps. Enfin, c'est la Coupe de France qui veut ça, quoi. Parce qu'elle est tellement belle cette Coupe de France. Que pourquoi le jouer à moitié? Si on passe des tours comme ça l'un après l'autre et qu'on monte, mais on s'y croit en finale, l'intérêt d'avoir un banc de touche et on a envie d'y aller. Et pour des clubs de Ligue 2 qui font ces parcours exceptionnels, au bout d'un moment, à la fin, il faut assumer. Et la plupart du temps, on est plutôt dans cette situation où ça devient difficile sur la fin de saison d'assumer et pour certains du coup de se maintenir, et Annecy en fait le paye très fort parce qu'on n'en parlerait pas de ça si c'était maintenu avant. C'est dur de courir plusieurs lèvres à la fois. Ouais, c'est clair, d'autant plus qu'une équipe de Ligue 2 comme le FNC n'a pas beaucoup de ressources au niveau du banc et pas beaucoup d'effectifs, donc sûr qu'une équipe comme ça il laisse des plumes. En tout cas, le FNC aurait pu se maintenir déjà sur le terrain. Ils ont raté le coche en fin de saison contre des concurrents directs, malgré 2 belles performances contre Bordeaux et le Havre. Ça reste une fin de saison en dents de scie. En tout cas, on attend le verdict et on verra ce que ça donne par la suite. On va finir. Juste un petit message quand même pour l'entraîneur d'Annecy. Nous, on a Julien qui est un numéro 10 de talent. Il peut faire peut-être pas la saison, mais de temps en temps une rentrée sur le terrain. Il a de quoi faire une demi-heure et il apportera une petite touche technique, j'en suis certain. En tout cas, je crois en toi. Si Laurent Guyot nous écoute, je suis libre de tout contrat la saison prochaine. Pour finir sur une bonne note, il y a l'équipe de France qui joue ce soir contre la Grèce. Un petit pronostic, Bernard, Adrien, rapidement pour finir. Pas facile. La Grèce, 4-1, allez. 4-1 pour la France ? Oui. Alors moi, je vois effectivement aussi la France encaisser un but, 2-1 pour la France. Ok, moi
Victoire de la France pour tous les deux. En tout cas, ça va être un match compliqué puisque la Grèce s'est imposée pour ses 2 premiers matchs et a l'occasion de revenir ce soir sur la France s'il y a une victoire. Mais on verra, ça va pas être facile. Est-ce que pour vous, ça peut être un match piège quand même? Ah bah bien sûr, il y a tout pour que ce soit un match pour piège. moi, un petit peu moins que Gibraltar quand même. Ah ouais, parce que alors, disons, Parce que Gibraltar, on parle vraiment d'un espèce d'autobus de 36 mètres qui était positionné devant la cage adverse. Non, pour moi, je vois un match un petit peu plus ouvert du fait que ces deux-là veulent chercher les premières places de ce groupe-là de qualif. C'est pour ça que je vois plus de buts que toi. Après, je peux me tromper, hein, j'ai pas la science infuse, loin de là. Je vois un match un peu ouvert et effectivement, c'est une petite finale dans ce groupe-là. Et Léon et Noah, un petit pronostic, vous qui faites du vélo? C'est compliqué. La Grèce, moi au début j'avais pronostiqué comme Adrien avec beaucoup de buts de la France. Et après j'ai entendu dire que c'était un pays qui jouait quand même bien au football. J'aurais pas cru. Non, ils jouent bien. Ils ont fait du mal dans le passé, je peux te le dire. Et j'avais pas suivi leurs résultats au début de ces matchs de groupe. Donc moi je verrais bien un 2-1 comme moi. Voilà. Et toi Léon, un petit pronostic, une petite idée du résultat comme ça? C'est un très bon défenseur. Rugueux, dur sur l'homme. Dur sur l'homme. Dur sur les chevilles, c'est ça. À part FIFA, le foot, c'est pas trop mon truc. Donc pas de pronostic pour Léon, il préfère pas se prononcer. Bon, en tout cas, on va finir cette émission là-dessus avec de beaux pronostics et de la bonne humeur. Merci à tous nos invités, merci Léon et Noah d'être venus, merci à Yves aussi d'avoir pris de son temps pour venir échanger sur son métier. Ouais, merci à Jean-Pierre à la technique. Alors lui c'est un bon gardien de but, il est sur tous les ballons. Merci Jean-Pierre. Réactif toujours sur tous les ballons et actif derrière ses écrans. Alors, merci Bernard, merci Adrien aussi d'avoir été c'est moi qui vous remercie les gars. C'était génial, merci beaucoup. Et puis en attendant, on se donnera rendez-vous. Je sais pas si Jean-Pierre, le grand chef, autorise les émissions en juillet. Je sais pas si c'est il me fait signe de la tête que oui. Donc il y aura des émissions sport en juillet aussi. Donc pour tous les passionnés, vous pourrez retrouver des épisodes de 9-2-1 Parté en juillet. Et puis nous, on se retrouve demain matin pour la dernière de l'Intelgrad Jeune, l'émission 100% étudiante qui finira en beauté, on l'espère, en tout cas en musique. Émission fort musicale. C'est clair. Et puis en attendant, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis à très vite sur les antennes de Radio Grand Lac. Bonne soirée à tous, à bientôt.